Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Vincent Roux. Quel regard le libéral et l'européen que vous êtes porte sur les premiers pas de ce gouvernement, à commencer par la proposition de budget? Alors, c'est un peu décourageant, je dirais, cet aspect-là des choses, puisque on a l'impression que... Parler du budget? Du budget, de ce qui a été choisi comme type de réponse à une situation catastrophique. Ça fait longtemps que la situation budgétaire française est catastrophique, on le sait. C'est-à-dire un peu curieux, ça. Pour ma génération, en tout cas. Je crois que je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que d'un budget en mauvais état, de comptes publics dégradés. Mais chaque année qui passe, un peu plus dégradé que l'année précédente. Et en 2024, on a le sentiment qu'il y a une sorte de découverte. C'est une source d'étonnement pour moi. Et la réaction à ça, c'est une fois de plus... beaucoup de prélèvements obligatoires supplémentaires et très peu d'économies de la part de l'État. C'est l'État qui est fautif, c'est l'État qui est la crise. C'est pas une crise de la société française. Les Français payent leurs impôts, ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Et ils épargnent. Ils épargnent, exactement. L'État, lui, ne parvient pas à boucler un budget avec un déficit inférieur à 150 milliards d'euros. On est à 174 aujourd'hui, c'est absolument gigantesque. Et cette réponse-là, qui en plus, moi je n'ai pas aimé, je souhaite du courage à ce gouvernement bien sûr, mais je n'ai pas aimé qu'on pointe des catégories de personnes, les riches, les très riches, les entrepreneurs, les retraités. C'est une façon de dire au reste de la société, rassurez-vous, ça ne tombe pas sur vous. Mais c'est très contraire, je dirais, à l'esprit national, de solidarité. Moi, les très riches... ça ne me va pas qu'il soit imposé encore et encore. Pourquoi ? Parce que c'est une mauvaise image de la France, c'est désincitatif. Je ne suis pas, hélas, très riche, je serai très riche, je ne sais pas quel serait mon comportement dans un pays qui sans cesse non seulement prend mes impôts, mais me dénonce aussi à la vindicte sur le mode... Un couple sans enfants qui gagne 500 000 euros par an, c'est ce que j'ai entendu, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un couple qui ne paie pas d'impôts? Bien sûr que si, il en paye. Mais on le stigmatise par son niveau de richesse, que je suppose il doit à son travail ou à son risque, au risque qu'il a pris. C'est un très mauvais esprit, ça. Et on précise que même avant l'augmentation Barnier, ce genre de couple, normalement, est assujetti en théorie à 45% d'impôt sur le revenu. Donc sur les 500 000, il en restera un peu plus de 250 000. Ouais. Bon, on porte ça, on laisse ça justement en tout cas, on porte ça au débat. Autre question, autre sujet. On va y revenir d'ailleurs dans le courant de l'émission, mais qui vous tient, en tous les cas sur lequel vous avez beaucoup travaillé à la Fondapol, c'est l'immigration. Comment vous jugez justement les premiers pas du gouvernement, en particulier du ministre de l'Intérieur et de la Justice dans ce domaine, et puis des polémiques qui les entourent? Moi, je crois que Bruno Retailleau, à sa manière, parfois qui paraît excessive, mais a pris à bras le corps tout de suite, je crois dès la première minute, sa fonction qui est devenue absolument centrale. C'est pas d'aujourd'hui, mais le ministre de l'Intérieur, c'est vraiment devenu un poste clé dont les Français attendent beaucoup. Il a exprimé son point de vue, et ce point de vue, c'est celui de la plupart des Français, de la très grande majorité. C'est pas pour ça que le point de vue est valable. Mais là, il ne s'agit pas simplement d'opinion, il s'agit aussi d'expérience. Les Français ont maintenant une grande expérience de l'immigration, telle qu'elle se déroule aujourd'hui, de ses effets positifs, ils ne sont pas contre en principe d'ailleurs, et de ses effets négatifs. Et plus encore, je dirais, mais ça fait le lien avec le sujet précédent, Vincent Roux, c'est-à-dire que l'incurie, l'incapacité de l'État à équilibrer ses comptes, à éviter ce surendettement, à éviter de faire des Français les plus imposés d'Europe, ça s'accompagne de cette incapacité à contrôler les frontières, à réguler, à sélectionner, à intégrer. Et donc, pour les Français, c'est l'autre sujet de l'impuissance publique qui est absolument sidérant. Et il fallait bien quelqu'un comme Bruno Retailleau, en tout cas cette approche de la fonction, pour au moins, je dirais, faire écho
a une préoccupation qui est très puissante, très installée, qu'on ne cesse de mesurer, de commenter, d'appeler, sur laquelle on essaie d'appeler l'attention de tout le monde, et invariablement, c'est étouffé. Les polémiques autour de Bruno Retailleau sont des polémiques qui toujours participent, ou presque toujours, de ce même mécanisme. Il s'agit d'éteindre un propos, d'étouffer, d'amortir un propos qui vient heurter une sorte de sentiment très minoritaire, mais qui occupe une position monopolistique dans le jugement public et le système concernant l'immigration. Concernant l'immigration, la sécurité, l'islamisme par exemple. Est-ce que les polémiques qui entourent la nomination et les déclarations de Bruno Retailleau participent d'une forme de discours de déni sur l'immigration ? Alors, il y a d'une part le déni, et il y a d'autre part le jugement péjoratif, voire stigmatisant, porté sur ceux qui ont ce sentiment-là. Stigmatisant, parce qu'eux disent Absolument. Justement que les propos de Retailleau peuvent être stigmatisants. Voilà. Et moi, je considère que, en tout cas, ça n'est pas exclusif. Et là, clairement, on a depuis longtemps, c'est la figure de Dupont-Lajoie, depuis longtemps stigmatisé cette partie de la société française, 80% à peu près, 85%, rien que cela, qui dit de façon très pacifique et très modérée, en particulier parce qu'elle l'exprime à travers le bulletin de vote et non pas à travers des émeutes ou que sais-je, qu'il y a un problème. Et cette façon de polémiquer contre Bruno Retailleau, on pourrait bien sûr croiser le fer avec lui, mais d'une manière beaucoup plus, je dirais, rationnelle, avec les clés du débat sur des politiques publiques possibles ou alternatives. Cette façon de faire est une manière de nous demander de rengorger nos inquiétudes, nos colères, nos mécontentements, de nous taire en fait. C'est quand même très... Et c'est une sorte de police en réalité, instituée, para-étatique quand même, parce qu'elle reflète bien la pensée de l'appareil d'État, même si on ne va pas mettre tous les fonctionnaires dans le même panier, c'est pas le cas du tout, notamment en ce qui concerne la protection des frontières, le maintien de l'ordre, la sécurité, et même l'enseignement, l'intégration, enfin beaucoup de choses. Mais le dogme de l'État, il est... Moi, je le crois, je le dis, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir de fond, ça, mais le dogme de l'État, il est que l'État français, je crois que tous les États sont comme ça, mais l'État français en particulier, il a une conception de la population qui est celle d'une matière première. Et au fond, peu importe que cette population soit comme ceci ou comme cela, qu'elle soit héritière ou pas de telle ou telle tradition culturelle, l'État français veut une population à gouverner, une population sur laquelle prélever des richesses, une population éventuellement à mobiliser. Je pense cela depuis toujours, moi, sur l'État français. Donc il n'y avait pas une vision historique de la population française de la part d'un certain nombre de membres et de responsables de l'appareil d'État, c'est ce que vous dites ? L'appareil d'État lui-même, il n'y a aucun affect pour le peuple que cet appareil d'État est censé protéger. Alors, ce que vous dites est très intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'abord, ça l'est en soi, mais ensuite parce que ça rejoint un sondage qui a été fait par Ipsos et sur lequel je voudrais que vous réagissiez. Auparavant, juste une question d'actualité, peut-être réponse rapide de Nick. Faut-il, comme l'a annoncé la porte-parole du gouvernement, justement, Maud Bréjon, revoir et refaire une loi immigration début 2025 ? C'est la question qu'on pose sur le site du Figaro aujourd'hui, d'ailleurs. Je dirais idéalement non, compte tenu des circonstances politiques. Nous avons un gouvernement sans majorité, c'est pas de sa faute, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, la dissolution a été ratée, elle débouche non pas sur une cohabitation, mais sur rien de possible. Donc on a un gouvernement, et là quand même, moi j'ai beaucoup de compréhension à l'égard du travail qu'il doit faire, qui va aller de minorité en minorité, plus ou moins grande. Déjà on entend parler de menaces de démission. Il faut Didier Migaud, il faut ça, c'est pour le budget de la justice. Voilà. On peut peut-être l'entendre. Non, on peut l'entendre, mais je veux dire, c'est déjà une façon de signifier qu'on ne discute pas vraiment entre les uns et les autres. Et donc, oui, il y a une très grande difficulté. Donc, il faut refaire une loi ou pas ? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut travailler avec les textes actuels. C'est un gouvernement qui a, au maximum, je dirais une année avant d'être confronté à la fin de son existence. Selon Ipsos, 64% des habitants de la France, de l'Hexagone, aimeraient que leur pays redevienne comme autrefois. C'est un niveau en hausse de 8 points en 10 ans, plus que partout ailleurs dans le monde. Ils sont plus nombreux à penser que la mondialisation est une mauvaise chose qu'une bonne chose, et ils sont bien plus nombreux à le penser que dans la moyenne de 50 autres pays étudiés. Quand vous entendez ces chiffres, Dominique Régnier, vous vous dites...
les Français sont des enfants gâtés qui se croient en enfer alors qu'ils vivent au paradis, ou bien c'est normal, c'est logique? D'abord, je pense que c'est fini. Ça, l'idée que les Français vivent au paradis, c'est terminé. C'est une vieille histoire, elle ne doit plus avoir cours. C'est une formule de Sylvain Tesson. Oui, mais moi je pense que c'est une histoire, ça ne peut plus avoir cours. Ça n'empêche pas le plaisir que j'ai à lire Sylvain Tesson. Mais si vous voulez, nous sommes maintenant, on le sait, nous nous appauvrissons à une vitesse fulgurante par rapport à tous nos voisins européens, par rapport aux États-Unis, tout ça est très connu, très commenté. Et tout ce qui fait le système français depuis 1945 est en train de prendre eau de toutes parts. Donc les Français savent très bien ça. Ils sont pas sans être informés ni réfléchir. Donc ça les inquiète. Par ailleurs, il y a, je pense, dans les résultats de ce sondage très intéressant, il y a, je pense, un effet JO imprévu. Parce que les Jeux Olympiques, dans cette espèce de scène à laquelle nous avons assisté, je veux dire, le spectacle, hein, je me souviens, moi, des images magnifiques sur les cyclistes qui passaient dans les rues de Montmartre, etc., ça nous a rappelé, en réalité, une France qui n'existe plus, où les choses se passent bien, où les gens sont heureux, où la police fait son travail avec un bout de bâton, ça suffit. Enfin, ils accueillent des étrangers. Voilà, absolument. Oui, mais je veux dire, c'est une espèce de deuil que nous avons du mal à faire, parce que ça a ravivé tout ça. Et au fond, nous replongeons dans ce qui est notre destin aujourd'hui, c'est-à-dire nous devons prendre place dans un avenir qui ne nous est pas décrit avec précision. J'en viens à votre étude, justement, peut-être qu'elle va concerner l'avenir, même si elle concerne le passé immédiat. Elle ne va pas nous réjouir. Magistrale, effectivement, mais elle est magistrale très complète sur les attentats islamistes dans le monde depuis 1979. 79, c'est le point de départ du terrorisme islamiste. Il y a clairement quelque chose qui se passe à ce moment-là, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, c'est l'arrivée de Khomeini au pouvoir, c'est la prise d'otages à la grande mosquée de la Mecque, c'est le début, je dirais, de l'islamisation du mouvement palestinien. Vous voyez, il y a tout un foyer là de transformation du monde. C'est sans doute aussi le début d'une entrée dans ce qu'on va appeler plus tard la globalisation, même si on le voit moins bien à ce moment-là. Et aussi étonnant que ça paraisse, c'est la 3e édition de notre étude. C'est un travail gigantesque, très lourd. On a recensé et validé pour la dernière étude entre 1979 et aujourd'hui et avril, plus de 68 000 attentats qu'on peut qualifier d'islamistes, qui ont fait au bas mot, si on peut en dire un mot, j'en dirais un mot, 250 000 morts, j'arrondis un tout petit peu, mais de toute façon je suis très très en dessous de ce que c'est probablement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour l'instant vous dites ça c'est avéré. Voilà. Mais il est possible qu'il soit il est certain que le nombre d'attentats, ça c'est peut-être plus sûr, mais il y en a beaucoup qui quand même nous échappent, parce que ce que nous faisons nous, et je suis étonné de le dire, on est la première organisation à faire ça depuis 3 ans. On publie d'ailleurs le texte en anglais et en arabe. La version en arabe va bientôt sortir. Oui, parce qu'on précise peut-être, Dominique, c'est que parmi les pays les plus touchés, d'abord et avant tout, les populations les plus touchées sont les pays musulmans et les populations musulmanes. Les pays musulmans, les populations musulmanes qui, pratiquement, je dirais, toutes les victimes sont musulmanes. Quand on parle de l'islamisme, ça devrait quand même faire réfléchir... Pas seulement. Non, mais beaucoup. Beaucoup. Je veux dire, statistiquement, sur 250 000 qu'on peut aujourd'hui intégrer dans une base de calcul, c'est plus de 90% qui sont probablement des musulmans. Bon, ça, presque certainement. Non, il y a une évolution qui est très impressionnante parce que depuis 1979, on a identifié des phases différentes. 1979, 2000, 2001, 2012, 2013 à aujourd'hui. C'est 2013 à aujourd'hui qui est la phase la plus intense. 85%, j'arrondis à peine, des attentats depuis 1979 ont eu lieu depuis 2013. C'est-à-dire que si je dois vous dire quelque chose aux téléspectateurs, le terrorisme islamiste dans le monde, il n'est pas résiduel, il n'est pas en déclin, il est massif, il est en pleine expansion. Est-ce qu'il est une trahison de l'islam ? C'est une discussion de fond, ça. C'est une discussion même qui devrait mobiliser des spécialistes, des théologiens.
des docteurs de l'islam. Il y a une interprétation même du djihad qui peut ne pas avoir affaire avec la violence, mais avec l'émancipation de soi, l'atteinte, l'arrivée à un niveau de conscience et de religiosité, de sainteté en quelque sorte, qui fait partie du djihad. Donc je crois pour ma part, sans être spécialiste de l'islam, évidemment, hein, je précisais, je crois que c'est malgré tout une interprétation dévoyée de l'islam, et que c'est une interprétation dévoyée aussi parce qu'elle a été irriguée par des rapports de force purs entre des puissances qui ne sont pas toutes des puissances musulmanes. Par exemple, les États-Unis, l'URSS ont fabriqué aussi ce terrorisme-là pour lutter l'un contre l'autre. On sait très bien que les Américains ont armé les talibans afghans contre les soviétiques, qu'ensuite les soviétiques ont essayé de les armer contre les Américains et nous tous qui étions en Afghanistan, etc. Bref, on les a armés, ils ont circulé, ils sont venus de partout. Beaucoup d'Algériens sont allés en Afghanistan, ça on le sait, sont devenus ensuite redoutables et ont fait beaucoup de dégâts. Donc c'est quand même de la politique aussi au sens très classique qui se trouve là-dedans et pas si souvent que cela une conception rigoureuse de l'islam. Une toute dernière question avec une réponse... Je vais vous demander rapide, mais le stratégiste Édouard Luttwak, dans son maître ouvrage, le grand livre de la stratégie, qui était paru en 2002 chez Odile Jacob, démontre que le terrorisme aboutit politiquement, mais jamais militairement. Ces islamistes, justement, qui commettent des attentats, ne sont-ils pas condamnés à l'échec ? Moi, je pense que oui. Je ne connaissais pas cette citation, que j'ai découverte grâce à vous, Vincent, mais je pense que oui, et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, y compris sous la forme du terrorisme, des frères musulmans, de toutes ces formes de conflits extraordinairement durs, y compris chez nous, c'est l'ultime réaction d'une idéologie et d'une religion, en l'espèce l'islamisme, qui voit que le monde lui échappe et que jamais elle ne pèsera, sinon sous la forme d'un désordre. Comparons aujourd'hui ce qui se fait derrière Elon Musk et ce que peuvent faire des groupes comme les Frères musulmans. Il est clair que le XXIe siècle se passe d'un côté et pas du tout de l'autre. Merci beaucoup. Ça, c'est une conclusion contre-intuitive et elle est à retrouver et avec tout ce remarquable travail dans cette dernière édition des attentats islamistes dans le monde 1979-2024. Bien évidemment, vous avez la version numérique sur l'excellent site de la Fondapol. Merci beaucoup. Merci Vincent.